Les sujets intéressent le média congolais. C'est lundi, les séjours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Mbuji-Mayi, mais aussi l'Assemblée générale de la CAF. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé depuis dimanche en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour inaugurer une série d'ouvrages d'utilité publique, dont l'université officielle de cette ville. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux de Buzz 7 Maître Trésor Kalala, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître Trésor, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Dan, pour l'invitation. J'ai dit bonjour à mon parti politique, les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle, initié par l'honorable Adel Kabena Mwaouka. Et d'ailleurs, j'aimerais informer à l'opinion que le siège du parti doit déménager. Nous étions à la première rue, à Limete. Maintenant, nous serons au niveau de Willery, Willery coin Mbombo. C'est là que nous serons juste avant le supermarché Food Market. Alors, dorénavant, nous serons là. Le déménagement est en train de s'effectuer et bientôt, nous allons lancer la date de l'inauguration du nouveau siège que nous devrons dorénavant abriter. Voilà, je crois que nous allons passer un bon moment ici et les spectateurs ne seront pas déçus par la qualité et les niveaux de notre émission. Merci beaucoup, Maître Trésor Kalala. Ça nous fait énormément du bien de vous retrouver, surtout sur nos antennes. C'est un plaisir. Alors, beaucoup d'actualités. Je voudrais bien commencer un peu avec la présence de Félix Tshisekedi en Mbuji-Mayi pour inaugurer une série d'ouvrages d'utilité publique. Oui, c'est dans le cadre du développement du pays. Vous savez, je dirais ici, la province de Mbuji-Mayi, c'est l'une des provinces les plus abandonnées depuis tous les régimes qui se sont succédés, en commençant par Kasavubu, Mobutu, passant par Mouzé Kabila, Joseph Kabila. Vous verrez que la province du Kasaï, je parle du Grand Kasaï carrément, c'est une province vraiment abandonnée. Mais avec l'arrivée du président de la République à la tête du pays, vous avez compris qu'il y a un signe, il y a une lueur d'espoir pour le développement de cette province-là. Et il y a plusieurs ouvrages, comme vous venez de le dire, qui ont été effectués là-bas. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'inauguration de cette grande université, université officielle de Mbuji-Mayi, si je ne m'abuse. Alors, c'est une bonne chose. Vous savez, quand on veut détruire une nation, on s'attaque à son éducation. C'est ce que nous avions vu avec surtout les régimes qui étaient passés. L'éducation était vraiment bafouée. Il y a un régime qui a géré durant 18 ans. Aucune université officielle n'a été construite. Aucune université n'a été réhabilitée au vrai sens. Il fallait attendre Félix Tshisekedi pour pouvoir l'UNIKIN réhabilité, UPEN, l'université de Kisangani, l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui, la construction d'une nouvelle université en Mbuji-Mayi, je crois que ce sont des choses à féliciter et à encourager. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais ce sont des pas qui sont en train d'être franchis. Je crois que avec le temps, nous y arriverons. Nous avons suivi le ministre des Finances, Doudou Famba, qui s'est vanté que, bon, il essaie un peu d'expliquer que parmi les grandes villes les plus asphaltées, on cite Mbuji-Mayi. Ah, bon, je crois qu'il peut... Et ça, les autres villes où des gens n'ont pas essayé un peu d'apprécier cette manière de communiquer. Non, mais Mbuji-Mayi, c'est la République démocratique du Congo. Ok, Mbuji-Mayi, c'est la République démocratique du Congo. Mais c'est une ville qui a été abandonnée, comme je l'ai dit. C'est une ville qui a été abandonnée. Mbuji-Mayi, c'est comme Lubumbashi, c'est comme Kolwezi. C'est comme Kinshasa et ailleurs. Pourquoi on estime que c'est ailleurs où qu'il faut qu'il y ait des infrastructures, mais pas à Mbuji-Mayi?
Vous voyez, moi je crois que quelque part là, ça serait injuste. Donc moi je crois que toutes les provinces se valent. Aujourd'hui, si Mbujima... C'est toute une série après Mbujima. Oui, je l'ai suivi sur une radio une chaîne de radio de la place. Il a eu à donner un plan comment les travaux seront effectués. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir un pays qui est en train de renaître de ses cendres. Aujourd'hui, tout le Congo, c'est un chantier. Il y a des chantiers partout. Il y a des routes qui se construisent, des universités, des aéroports, des ponts, des ports. Vous voyez, donc aujourd'hui le Congo est en train de renaître. Donc les léopards qui dormaient aujourd'hui, il est en train de se réveiller petit à petit et je crois que c'est quelque chose à encourager, nous sommes dans le bon. Vous êtes notable de cette partie de la République, mais il y a toujours un problème politique en Mbujima, que ce soit au niveau du gouvernorat ou à l'Assemblée. On ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe. On vient à peine de réhabiliter M. Mbouiboué. Je ne comprends pas, est-ce qu'il va aussi implanter la vision du président de la République ou c'est les intérêts qui comptent que pendant ce temps-là, le mandat est en train de finir? Bon, d'abord, il faut noter qu'en général, je suis congolais. C'est vrai que je suis du Kasaï, mais je n'ai jamais vécu au Kasaï. La première fois... Votre lecture par rapport oui, à ce qui se passe sur place. Effectivement. Donc, la première fois que je suis allé au Kasaï, c'était en 2023, lors des enrôlements, pour 4 jours seulement. 4 jours. Oui, et depuis lors, je ne suis plus... Donc, je suis Kassaïen dans les sangs, mais pas dans l'effectivité, comme quelqu'un qui vit ou qui a passé du temps. Mais nous suivons quand même l'actualité. Nous suivons l'actualité. Nous saluons M. Marc qui gère bien la communication du gouverneur. Ok. Bon, vous savez, c'est ça même la culture démocratique. En fait, la démocratie est en train de grandir dans notre pays et ça s'exprime à la province du Kasaï. Il y a eu une motion, si je ne m'abuse. Oui. Il y a eu une motion qui avait destitué le gouverneur. Il a eu à introduire un recours à la cour, c'est quoi encore, le Conseil d'État. Le Conseil d'État l'a réhabilité. Et il a repris ses fonctions. Donc, moi, je crois que c'est la culture démocratique. Mais de l'autre côté, moi, je crois que les dirigeants, lorsqu'ils sont désignés, ils sont élus, ils doivent aussi rendre l'ascenseur. Vous savez, l'État honore ses dignitaires. Quelqu'un comme un gouverneur, les représentants du chef de l'État en province, il est honoré, il est pris en charge, il a le moyen de sa politique. En retour, je crois que quand les pays vous honorent, vous devez aussi honorer ces pays-là. Donc nous attendons les résultats. Je sais que sur lui, il y a une histoire de, c'est pas 900 millions, non, 3 millions de dollars qui pesaient sur lui. J'aurais appris même que dans les 3 millions, il a eu à utiliser 900 000 dollars pour les frais de fonctionnement. Une histoire comme ça, oui, c'était flagrant. Je crois que c'était même ça l'origine de la pétition et enfin la destitution. Donc moi, je crois, quand on vous responsabilise, c'est comme qui dirait, on vous honore. La République vous honore. Vous, en retour, vous devez l'honorer en gérant bien la res publique à la chose publique. Donc aujourd'hui, il est réhabilité. Nous attendons les résultats. Merci beaucoup, M. Trésor. Je pense qu'on prend notre grande thématique. Débat du futur, jeunesse, paix et responsabilité. Aujourd'hui, nous avons à la tête de ces ministères une femme, une dame, Madame Grace Coutinho, qui fait un bon travail. Alors, il y a eu l'investiture du Conseil national de la jeunesse. Comment avez-vous acquis cette cérémonie où le président de la République en fait aille à faire un bon discours d'espoir qui appelle la jeunesse à la conscience, et il a même adressé un message plus particulier à nos jeunes de Goma. Alors, de manière ramassée, avant de parler de la jeunesse en soi, comment avez-vous accueilli la cérémonie et le dirigeant du CNJ aujourd'hui? Oui, en fait, je n'étais pas invité à la manifestation, mais nous avons tous suivi à travers la voie des ondes ce qui s'était passé au centre culturel, ça veut dire l'investiture du Conseil national
de la jeunesse, du nouveau bureau qui devra présider à la destinée de cette association des jeunes. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Vous savez, depuis un temps, on attendait l'organisation de l'Assemblée générale, l'organisation des élections. Après plusieurs résistances, enfin, cette Assemblée générale a eu lieu. Et aujourd'hui, nous avons des nouveaux dirigeants concernant cette institution. Les discours du président de la République, nous avons apprécié. Donc, dorénavant, les jeunes des partis occupés... Il faut rappeler que c'est pour la toute première fois qu'un président de la République investit les bureaux. Effectivement. Du Conseil de la jeunesse. Donc, c'est qui montre que le président de la République est attaché à la jeunesse. Et ça rejoint même son discours lorsqu'il dit que les jeunes des partis occupés ne sont pas seuls. Tous les Congolais, en tout cas dans l'ensemble, nous sommes avec la jeunesse en général, mais beaucoup plus celle qui se retrouve dans la partie occupée par l'agresseur. Donc nous avons salué cette proximité du président de la République, cette considération, cette valorisation de la jeunesse. Et ici, il faut noter que c'est grâce au lobbying, je dirais à la nouvelle vision, à cette nouvelle dynamique que nous avons aujourd'hui à la tête de la jeunesse. Parce que vous venez de le dire, c'est pour la première fois qu'un président de la République assiste ou investisse le bureau du Conseil national de la jeunesse. C'est notamment grâce au nouveau leadership, la nouvelle dynamique que nous avons aujourd'hui à la tête de la jeunesse, incarnée par cette dame, Grace Coutinho. Et aujourd'hui, la jeunesse est crédible, la jeunesse est fréquentable. La jeunesse a compris maintenant, M. Trésor. Madame Grace Coutinho a plaidé pour que les gouvernements puissent prendre en charge les bureaux du Conseil national de la jeunesse. Effectivement. Par rapport à la rémunération. Oui, parce qu'il semble que depuis, ils fonctionnent souvent sans moyens, sans logistique, alors qu'ils sont appelés à abattre un travail des titans. Donc, c'était un bon plaidoyer. Mais ma joie aujourd'hui... Sur la ministre. Oui, ma joie aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la nouvelle vision, à la nouvelle dynamique, à ce nouveau leadership à la tête de la jeunesse, le chef de l'État peut aller vers cette jeunesse. Je disais que cette jeunesse est crédible aujourd'hui, elle est fréquentable aujourd'hui. Mais oui, grâce à la personne qui l'incarne aujourd'hui. L'actuel ministre de la Jeunesse, il faut noter que c'est dans son actif. Quand vous arrivez à déplacer tout un président de la République avec les multiples occupations, avec les temps qui courent, venir assister à une manifestation qui a pris des heures, moi je crois que ce sont des choses à encourager et ça prouve que le président de la République fait confiance au ministre et aussi à la jeunesse qu'elle représente. Donc, aujourd'hui, nous voyons que la jeunesse est en train d'être considérée. Entre le jeune, quand M. Trésor est nommé, c'est moi qui dois s'élever pour le combattre, c'est moi qui dois chercher les faiblesses, c'est moi qui dois... Non, mais c'est ça même la naïveté. Le président de la République nous fait maintenant confiance. Effectivement, c'est ça même la naïveté parce que, vous savez, moi, je suis chantre du renouvellement de la classe politique. Je suis chantre du rajeunissement de la classe politique. Mais lorsque le président de la République commence à écouter nos sonnettes d'alarme, en nommant à des postes stratégiques des vrais jeunes. Curieusement, ce sont les mêmes jeunes qui combattent les jeunes dont nous nous tirons nous-mêmes une balle dans la jambe. Ça n'a pas de sens. Nous plaidons pour le renouvellement de la classe politique. Le président de la République est en train de renouveler la classe politique en la rajeunissant. Et notamment, nous avons un ministre de la jeunesse qui est jeune, qui a une vision, qui sait où elle va, mais malheureusement, j'ai vu même des pétitions, je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux sociaux, il y a des jeunes qui signent des pétitions, mais cette manipulation va nous amener où? Si ce n'est nous enterrer. Donc ici, les grands ou les vieux, comme on a l'habitude de les considérer, mais dit, mais regardez cette jeunesse. Aujourd'hui, elle a cette opportunité, mais elle-même, elle est en train de se combattre. C'est cette même classe de la jeunesse qui priait ou qui demandait à tout moment qu'il y ait un changement de la classe politique. Mais effectivement, mais aujourd'hui, on est en train d'amener de nouveaux visages, de nouvelles personnes.
La jeunesse, mais c'est nous-mêmes jeunes qui nous combattons. Donc moi, je crois que ce sont des choses à bannir. Et plus loin, j'ai dit que c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que Madame Grace a une vision. Moi, j'ai eu à fréquenter certains de ses services. Cette dame va épater le Congolais. Vous voyez, elle était venue dernièrement des États-Unis, où elle a signé un contrat avec l'institution Cisco pour former les jeunes, notamment dans le numérique, dans les renseignements, vous voyez, dans l'actuelle technologie de sécurité. Ce sont des choses à encourager. Aujourd'hui, grâce à elle, il faut noter ici que la jeunesse, peut-être, elle ne savait pas. Elle a plus ou moins plus de 130 concessions de terrains d'agriculture. Plus de 100 concessions agricoles que la jeunesse aujourd'hui peut exploiter et faire développer les pays. Aujourd'hui, il y a des contrats même pour exporter ce que nous produisons ici, notamment les avocats et d'autres produits. Donc, elle a une jeunesse. Ici, il ne faudrait pas se baser seulement pour une jeunesse qui va chanter pour les chefs de l'État, qui va danser, qui va crier le long du jour. Non, ici, elle a une vision de responsabiliser la jeunesse, de la canaliser, chacun selon ses compétences pour qu'il puisse s'épanouir. Donc, le temps de chanter, de danser est révolu. Ici, c'est une jeunesse qui doit entreprendre, qui doit produire, qui doit être utile pour la nation. Et c'est sur cette lancée que madame aujourd'hui est en train de se trouver. Donc, c'est question de donner le temps, et nous avons vu les signaux déjà. Avant les 100 jours, nous avons vu qu'il y a de l'espoir, il y a une lueur qui est en train déjà de briller devant nous. Lors de son discours, le président de la République promet une table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ouais. Voilà. Comme on le disait la fois dernière ici, vous savez, le ministère de la Jeunesse, c'est un ministère transversal. Donc, c'est un ministère qui requiert le concours de plusieurs compétences ou de plusieurs autres ministères. Quand on vous parle de l'emploi, de l'entrepreneuriat, vous voyez déjà qu'il y aura une collaboration avec le ministère du Travail. Il y aura collaboration. J'ai vu le ministre de la formation professionnelle. Voilà. Il y aura une cohésion avec le ministre de petites et moyennes entreprises. Donc, vous voyez que le ministère de la Jeunesse, c'est un ministère qui est au centre, c'est un ministère pivot. Et elle est en train de valoriser. Vous voyez, quand déjà elle approche le ministre de la formation professionnelle, là déjà, il y a l'idée de former les jeunes et de les employer. Donc, il faut arrêter dorénavant de chanter et danser. Aujourd'hui, on forme les jeunes. Après la formation, on les envoie au travail. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Le président de la République est conscient. Et voilà qu'il a nommé quelqu'un qui est aussi conscient, qui est dans la vision du chef de l'État, afin de matérialiser. Alors, vos recommandations au Conseil national de la jeunesse, dirigé par l'ingénieur Claude Mbouyi. Oui, bon, je crois qu'il doit rompre avec les mauvaises habitudes du passé. Vous voyez, le Conseil de la jeunesse, c'est une institution qui se doit être respectueuse, parce que c'est l'image, c'est le miroir de la jeunesse, en dedans tout comme en dehors. Donc, il faut rompre avec les mauvaises habitudes d'antan. Il faut être déjà le Conseil national de la jeunesse est apolitique. Donc c'est ça la question quand on a vu la présence du président de la République. Non, mais le président, tout ce qui est même des dons des véhicules. Ça... Non, le président de la République, c'est le président de la République. Il est le symbole de l'unité nationale. Tout le Congolais se retrouve dans les chefs de l'État. C'est un organe consultatif. Non, mais le Conseil national de la jeunesse est régi par une loi. Oui, il y a une loi. Qui promulgue cette loi? N'est-ce pas les chefs de l'État? Alors, donc, c'est la jeunesse de la République. Et c'est normal que les chefs de l'État puissent accompagner cette jeunesse. Donc, le fait que les chefs de l'État soient là ne dépolitise pas le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse est apolitique, quand bien même apolitique, accompagné les institutions, soutenir par les chefs de l'État. Donc, moi, je crois qu'ils ne doivent plus se compromettre, parce qu'il faut noter qu'il y a eu beaucoup de compromissions avec les anciens comités. Moi, je crois qu'il faut rompre avec
les erreurs du passé, les mauvaises habitudes du passé. L'ingénieur Claude Mboya a annoncé une campagne nationale anti-corruption annuelle, la jeunesse en mode gendarme citoyen. Oui, nous sommes en train d'attendre la matérialisation. Donc c'est bien quand on vient à la tête du Conseil national de la jeunesse avec une vision. Ils viennent d'être installés, donc le travail a commencé. Nous les attendons à l'œuvre. Et puis, dans son discours, l'ingénieur Claude, les CNG à mission patriotique, Claude Mbouy promet l'accompagnement de la jeunesse dans la lutte pour la paix, un Congo uni, fort et indivisible. Je pense que quand on va traiter la question sécuritaire, on va un peu voir le rôle que la jeunesse doit jouer pour la paix. Effectivement, la jeunesse a un grand rôle pour les temps qui courent. Vous savez, c'est à la jeunesse de s'approprier l'article 63 de la Constitution, qui stipule que tout Congolais a les devoirs et l'obligation de défendre la patrie face à une agression extérieure. Et quand on dit tout Congolais a le devoir de défendre, moi je vois beaucoup plus la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est forte. C'est la jeunesse qui peut se battre, c'est la jeunesse qui peut résister. Tout Congolais, c'est bien, c'est ce qui est écrit. Mais quand je dois aller entre les lignes, c'est qu'on s'adresse précisément à la jeunesse. Lorsqu'on dit défendre, résister, et dans les discours, le président dit 75% de la population congolaise est jeune. Donc ici, pour les temps qui courent, la jeunesse a un rôle à jouer. Malheureusement, il y a des jeunes qui sont encore distraits. Il y a des jeunes, vous regardez les réseaux sociaux, non, Masango, Nanga Yakakaka, tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a des jeunes inconscients. La ministre et même le président du Conseil de la jeunesse ont du pain sur la planche. Parce que le ministère, c'est ministère de la jeunesse et éveil patriotique. Vous comprenez? Donc, il faut éveiller les jeunes à comprendre que nous n'avons que ces pays. Ces gens qui viennent là, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont les Rwandais. Monsieur Dan, je ne sais pas vous, en 97, vous étiez où, vous aviez quel âge? Moi, j'ai vécu ce que ces Rwandais ont eu à faire dans ces pays en 1995 quand ils sont arrivés. Ce sont des gens qui pouvaient tirer à bout portant. Tu pouvais te promener en route avec ta fiancée, avec ta femme, ils te prennent la femme, quand tu résistes, ils tirent sur toi. Ce sont des gens qui pouvaient aller dans les boîtes, ils ferment la boîte, ils prennent toutes les femmes, ils partent avec, et vous restez là, c'est lui qui ose bouger, on tire sur lui. C'est comme ça que Mouzé Kabila en avait marre, au point même de demander à ce qu'il parte. Parce qu'il s'est comporté comme il s'est comporté là. Alors, lorsque vous demandez au Nangayaka, non, Bayakaka, vous ne savez pas à quoi ils sont en train de faire appel. Et ça, c'est la jeunesse qui doit se réveiller. Ici, c'est le combat du Rwanda. Au-delà de nos minéraux qu'on veut prendre, au-delà d'expandre leur territoire, il y a aussi un problème de domination. Le Rwandais veut dominer le Congolais. C'est une guerre aussi de domination. On veut nous envahir afin de nous dominer, nous chosifier, nous rendre esclaves. Tu t'imagines, toi, tel que tu es là, un Rwandais t'est maltraité. Te faire tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire sur un humain. Eh bien, c'est ça. Il faut poser la question à nos frères qui sont à Goma, qui sont à Bukavu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de subir? Les images sur Sion. Donc, ici, que tu aimes Tshisekedi, que tu ne l'aimes pas, c'est un problème du Congo d'abord. Quand ces gens viennent, ils ne savent pas que toi, tu aimes Tshisekedi ou tu ne l'aimes pas. Ils vont tous nous traiter à un même niveau. Donc, il faut tirer très attention. Nous ne devons pas perdre la terre. Et là, c'est de la responsabilité de la jeunesse. On n'en parle pratiquement plus. Malheureusement. On ne sait pas pourquoi. Malheureusement. L'énergie qu'on avait les 2-3 jours avant que les deux provinces ne soient... Il faut rallumer la flamme. On ne le sent pas. Apparemment, on s'est habitué de vivre comme ça. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. On ne peut pas s'habituer d'une maladie. Vous savez, Goma, Bukavu, c'est le Congo. Nous sommes tous un corps. Vous voyez? Je me rappelle autrefois, vous avez dit le gouvernement de Kinshasa, j'ai vu déjà commenter trop. Oui, bon, il faut voilà, il faut éviter le gouvernement de Kinshasa, non, le gouvernement de l'Est. Non, nous avons un gouvernement, le gouvernement de la République. Donc ici, il ne faudrait pas nous habituer. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Nous avons des territoires entre les mains
de l'agresseur. Nous devons avoir un langage. Nous devons avoir une posture. Nous devons avoir une manière de parler, une manière de se comporter. Parce que les temps qui courent, moi je me dis, ce pays n'a jamais connu ces tournants. Depuis que le Congo existe, les tournants que nous sommes en train de traverser, il est vraiment décisif. Ça ne demande pas une distraction ou un langage. Il faut des campagnes de sensibilisation. Mais oui, mais les moyens, il faut le mettre. Monsieur Trésor puisse sensibiliser, parler, inviter les jeunes, mobiliser, mais c'est pas... Oui. Le gouvernement n'accompagne pas la jeunesse. Il faut des moyens, effectivement. Il faut des moyens, mais à côté des moyens, il y a aussi la volonté. Seuls les moyens ne suffisent pas. On peut avoir les moyens, mais quand on n'a pas la volonté, ces moyens seront dilapidés. Donc, à côté des moyens, il y a aussi cette volonté-là que nous devons mettre en jeu pour répondre à la question. On prend la deuxième thématique. Nous avons compris les rôles que les jeunes doivent jouer dans ces contextes d'insécurité. Alors, RDC Rwanda, tension, accusation et conséquences. Mais c'est Trésor Kalala qui bloque les processus de paix. Non, mais qui bloque le processus de paix, il faut comprendre que la situation qui nous arrive aujourd'hui, les causes sont lointaines. Les causes sont lointaines. Cette guerre a beaucoup de ramifications. Il faut noter qu'au-delà du Rwanda que l'on voit, derrière, il y a plusieurs pesanteurs. Notamment... Qui profitent à qui la porte est grandement ouverte. Les chefs d'État, mais qui les profitent. Qui les profitent. Qui les profitent. Derrière, il y a des grandes, selon appelons les grandes puissances. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Les États-Unis. Mais comment vous faites comme si vous vous étonnez? Les États-Unis ont toujours été derrière cette insécurité. Dans le contexte des processus de paix, mais les États-Unis est notre partenaire. Vous savez, depuis la nuit des temps, on a pris des Congolais pour des naïfs. Ou carrément, les Congolais ont toujours été naïfs depuis que cette histoire a commencé. Si nous sommes arrivés ici, vous devez comprendre que depuis la nuit des temps, on a toujours voulu déstabiliser les Congos, les balkaniser, afin de partager les richesses. Alors, il y avait toujours une brèche qu'on était en train de chercher. Et la brèche, c'était avec l'histoire du Rwanda. Les génocides, le Hutu et les Tutsis. Et c'est la communauté internationale, c'est l'ONU qui avait ouvert le couloir pour les réfugiés. C'était souvent une résolution de l'ONU. On a ouvert les couloirs et les Hutus sont entrés en République démocratique du Congo avec les armes, avec leurs biens, les femmes et les enfants. Ils se sont installés là. Après des temps, comme on voulait à tout prix, c'était déjà un plan qu'on a ouvert déjà. Enfin, la brèche qu'on a ouvert déjà. Comme il fallait à tout prix diriger le Congo. Ce n'est pas une coïncidence ou c'était un plan bien conçu? C'était un plan bien conçu. Je vous dis, un plan bien conçu. Très bien conçu même. Alors, Mobutu fatigué, déjà amorti, affaibli par l'UDPS, des manifestations et consorts, il était déjà au soir de sa vie. On s'est préparé déjà à gérer l'après-Mobutu, il fallait déjà qu'il y ait des élections. On active Mouzé Kabila. Non, il faut libérer les Zaïres sous la dictature. Mobutu était déjà finissant. Alors, Mouzé Kabila s'est fait berner. Il entre en danse. Il entre au Congo avec le Rwandais. Et là, c'était le début du malheur du peuple congolais, 1996. C'était le début du malheur. Et le Rwandais est venu ici, il nous a assiégés. Le but, c'était que les Rwandais dirigent le Congo. Exploitent sans contrainte, sans suivi, donc exploitent sérieusement. Mais quand Mouzé Kabila se réveille, il chasse le Rwandais, c'est Bill Clinton qui promet qu'avant qu'il ne quitte la Maison Blanche, la tête de Kabila devait être coupée. Chose qui avait été faite. On a tué Mouzé Kabila. Et cette fois-là, on nous met maintenant à la tête du pays un Rwandais de souche. On nous met maintenant Joseph Kabila à la tête du pays. C'est lui que vous appelez Joseph Kabila. Un Rwandais pour accomplir les plans des Occidentaux. C'est comme ça que vous avez vu, durant tous les règnes de Kabila, nous avions vu
le Rwandais a tous les postes stratégiques, dans l'armée, dans la police, dans les renseignements, dans les institutions, dans les entreprises publiques, dans la fonction publique. Nous avons vu le Rwandais gérer pratiquement ces pays. Okay. Nous étions au Congo, mais le pays était géré à travers Kigali. Et on a géré ces pays par le Rwandais avec la bénédiction de ces grandes puissances durant 18 ans. Et ils étaient habitués à prendre nos produits à vil prix. Maintenant que l'administration a changé, je suis en train d'avancer. Okay. Durant 18 ans, maintenant que nous avons Félix Tshisekedi au pouvoir, il prend le pouvoir, il se rend compte que le pays est rwandalisé. En fait, le Congo est géré de quelque part, est télécommandé de quelque part. Nous sommes au Congo, mais le Congo est dirigé par Kigali. C'est comme ça qu'il faut arracher le Congo entre les mains du Rwanda. C'est comme ça qu'il a commencé ses combats. Aussitôt commencé ses combats, d'abord, on rend l'accord, l'alliance FCC-CACH. On avance. Tous les avantages qui revenaient à nos agresseurs, on a coupé. Et c'est comme ça qu'ils ont repris encore les armes. Donc, ce qu'on leur donnait avant, la nouvelle administration, quand elle arrive, elle coupe ces avantages. Et c'est comme ça qu'ils reprennent encore les armes pour lui pousser à répondre aux obligations d'antan. Il résiste. Et c'est comme ça que nous en sommes arrivés. Il cherche encore quelqu'un d'autre. Où nous sommes. Donc, il fallait rester dans l'ancienne configuration où c'est les Rwandais qui dirigeaient, où on prenait le minerai sans rien. Mais avec la nouvelle administration, non, nous devons traiter de partenariat gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous gagnons. Et non que le gain soit dans un sens. C'est ça toute la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Du moment où l'administration Trump a accepté de nous mettre autour d'une table pour éviter tout ce que vous venez de dire, que chaque État, chaque pays respecte ses frontières, mais c'est le boulot, c'est ce qui vient au-delà de toutes les attentes de la République démocratique du Congo. On nous dit non, ce qui se passe à l'Est, ce n'est plus Rwanda, RDC, c'est un problème interne. Vous savez, moi, je n'ai jamais cru en la sincérité des Américains. Je n'ai jamais cru dans leur sincérité. Les Américains, tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Vous avez vu même Trump. Lui, il est beaucoup plus figé dans les affaires. C'est ça même son idée en Ukraine. Il dit qu'il a besoin des terres rares en Ukraine. Donc, il faut les cesser le feu, il faut que la guerre s'arrête parce que lui, il doit exploiter les terres rares. Et c'est la même philosophie avec la République du Congo. Donc, les Rwandais peuvent être là, ils ne peuvent pas être là. Pour autant que lui exploite les minéraux de l'Est, le reste, ce n'est pas son problème. C'est comme ça que nous disons non. Vous voulez le minerai, donnez-nous la paix. Okay. Vous voyez, vous êtes la grande puissance. Vous avez entretenu ces mouvements-là depuis 30 ans aujourd'hui. Le Rwanda ne peut pas faire face à la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne peut pas vaincre le Congo. Impossible. Ça ne peut pas s'expliquer. Mais si le Rwanda est au niveau où il est aujourd'hui, c'est parce que derrière lui, il a les États-Unis, il a la France, il a la Grande-Bretagne. Nous avons même suivi dans les coulisses, c'est ça même les vrais problèmes maintenant. En fait, la crise profonde, c'est celle-là. Lorsqu'on dit qu'il faut résoudre les causes profondes. Les causes profondes, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne. Okay. C'est avec eux que nous sommes en train de négocier. Donc le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Malheureusement, ils en profitent aussi. Donc ici, le problème, c'est que les États-Unis n'ont jamais été sincères. Et Félix Tshisekedi a compris. Oui. Ils l'ont pris pour un naïf. Ils l'ont amené en bateau, jusqu'à ce qu'ils puissent signer les accords commerciaux avec le Rwanda et que la situation demeure ainsi. Pour qu'ils continuent à profiter. Parce que les zones occupées, c'est là qu'il y a les ressources. Nous ne les contrôlons pas. Alors nous allons signer quel partenariat pendant que tu as les armes. L'administration faisait pression à Kinshasa pour signer... Pour signer le deal. La question est que, quelle est l'assurance par rapport à la paix? Donc, c'est une façon de nous faire marcher indéfiniment. Okay. Parce que quand nous allons signer, nous allons encore retourner. Mais nous avons signé, mais pourquoi ils ne quittent pas? Voilà. Non, il faut les FDLR. On va créer des alibis. Okay. C'est comme ça que nous avons dit, ils partent, on signe et on fait les affaires dans un climat de paix. Ce n'est pas que tu es chez moi et je fais les affaires avec toi. C'est naïf, c'est humilier toute une nation. Donc moi je crois, comme j'étais en train de dire pour répondre à ta question, les causes sont lointaines.
Les causes sont lointaines, notamment les causes majeures. C'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne et leurs alliés. Certains multinationales aussi. Macron s'invitait dans les débats. Parce qu'il a vu que les États-Unis étaient en train d'évoluer seuls. Et, parce que la France a des intérêts dans cette insécurité. Par conséquent, elle doit aussi prendre part. C'est comme ça qu'elle organise, c'est pas un forum sur la paix, la sécurité en RDC. Tout ça là, donc tous ces gens ont des intérêts dans ce qui se passe. Et Tshisekedi ne se bat pas contre le Rwanda. Le Rwanda n'est rien. Le Rwanda ne peut pas se battre avec le Congo. Tshisekedi se bat avec ces grandes puissances-là. Washington a échoué. Non, ils n'ont pas échoué, ils sont de mauvaise foi. Parce qu'ils ont toutes les capacités possibles de mettre fin à ça. Ils n'ont pas échoué. Ils sont de mauvaise foi. Pourquoi? Ils veulent nous maintenir dans cette situation pour continuer à prendre nos minéraux à vil prix. C'est ça, parce qu'eux, ils achètent seulement les armes. Après, le Rwanda pille et il exporte. Il pille, il exporte. Alors, ils ont peur de faire des affaires gagnant-gagnant parce qu'ils estiment qu'ils vont perdre dans leurs revenus. C'est tout ça le problème. Ici, ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi, mais je crois que nous devons aller avec eux jusqu'au bout. La solution se trouve où exactement? La solution... le pays, la SADC, donc l'Union africaine, pardon, a échoué pratiquement parce que la solution n'est plus au niveau... Est-ce que vous savez que dans cette situation de l'Est de notre pays, la complicité a atteint un niveau inexplicable. Même l'Union. On ne pleure pas, ce sont des faits. On ne se plaint pas, nous sommes en train de dire ce qui est. Nous sommes pragmatiques. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de présidents africains, même nos voisins ici, ont des intérêts dans ce qui se passe dans notre pays? Vous avez suivi. Tous les Tabombé qui ont des intérêts ici, les Zouma, ils ont des intérêts ici, les Sassou. Mais ça, je dis, les Sassou, ils ont des intérêts, les présidents namibiens, ils ont des intérêts ici. Donc tous ces gens-là ne veulent pas que cette situation puisse finir. Parce que quand ça finit, c'est leur appauvrissement. Aussi longtemps que ça continue, ils s'enrichissent. Après la condamnation de Joseph Kabila, apparemment, il y a des présidents qui ne sont pas très contents avec ce qui s'est passé. Mais ils vivent de ce qui se passe au Congo. Ils protègent un individu qu'un État avec qui ils coopèrent. Mais il leur a garanti beaucoup de choses. Donc tout ce qui se passe au Congo, en fait, c'est, comme on dit, c'est Eza Singama Tembele. Donc il y a beaucoup de ramifications. Il y a des gens qui ne veulent pas, et à l'interne et à l'externe. Parce que cette situation enrichit même certains Congolais ici à l'intérieur. Mais je vous dis, cette situation enrichit certaines personnes au pays, à beaucoup de gens. Et à l'extérieur et à l'intérieur. Vous savez, aussi longtemps que nous avons l'insécurité, nous allons acheter les armes. Mais les industries de fabrication d'armes, ils sont contents. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Parce que quand ça s'arrête, les marchés... Mais oui! Vous achetez, ils prennent un peu, ils alimentent là-bas pour que ça continue à faire nous achetons les armes. À l'intérieur, là, dans les circuits, il y a des commissionnaires qui prennent des commissions. Il y a des lobbyistes qui sont dedans. Donc c'est une situation, donc c'est un monstre à plusieurs têtes. Mais en définitive, nous finirons par gagner cette bataille. Et c'est comme ça que j'ai dit ici. Il me reste quelques minutes, allez-y. C'est comme ça que j'ai dit ici. Selon que les choses se présentent, la personne la mieux placée pour le moment, dont les Congolais ont besoin, c'est le président Tshisekedi. J'ai dit, aussi longtemps que nous ne finirons pas ça, Tshisekedi ne doit pas nous laisser comme ça. Il quitte le pouvoir, ces pays est envahi et on les récupérera plus jamais. Nous avons notre joker, nous avons notre dernière carte, nous jouons, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi ou personne. Il doit être là jusqu'à ce qu'il voit les frontières de la République démocratique du Congo reprendre sa configuration de l'époque coloniale. Alors là, il peut quitter. Faso, Mali, ainsi de suite, quitter toutes les organisations internationales qui ne sont là que pour condamner
des discours vides, sans conséquence aujourd'hui. Je crois que... On retient quoi exactement, M. Trésor, pour de quelle attitude que nous devons normalement avoir? Parce qu'apparemment, on a expéré à l'extérieur. Mais non, l'attitude, la en fait, conséquence sur le terrain, c'est autre chose. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, ça nous a permis De connaître qui est qui. Donc, tous les masques sont tombés. Aujourd'hui, tout le monde est démasqué avec la politique de Tshisekedi. Maintenant que nous avons vu que personne n'est avec nous, c'est là que nous devons prendre nos responsabilités. Il faut préparer la guerre. Il faut préparer la guerre et je crois que nous sommes en train de la préparer. Parce qu'avec le Rwanda, pour que le respect soit démis, nous finirons par faire une guerre frontale. Il faut attaquer directement le Rwanda. Il faut jeter des bombes au Rwanda. Et c'est possible. Mais je crois qu'il y a encore des brèches de manière pacifique. Et si toutes les voies des recours ne sont pas... ne donnent pas de résultats, en fin de compte, nous serons obligés d'aller dans une guerre. C'est clair. D'aller avec toutes les organisations que vous venez de citer, l'Union européenne, les États-Unis. Comment on va vaincre tous ces gens? C'est comme ça que je dis, au moment où nous parlons, il faut se préparer. Il faut résister. Il faut résister parce que c'est notre seule issue. C'est notre seule issue. Faire la guerre, chercher des bons alliés. Il a été prouvé qu'au XXIe siècle, aucune nation ne peut gagner une guerre sans avoir des alliés. Nous devons nous trouver des bons alliés. Nous devons nous préparer à la guerre, former les troupes, acheter les armes et puis ça sera ça la dernière solution. On a fini, Maître Trésor. On retient quoi sur la jeunesse de manière ramassée? Non, mais nous devons retenir qu'aujourd'hui nous avons une ministre de la jeunesse qui a une vision, qui est en train de crédibiliser la jeunesse, qui est en train de rendre cette jeunesse fréquentable, qui est en train de changer l'image, l'aperçu qu'on a toujours eu sur la jeunesse. Nous avons eu une jeunesse clochardisée qui chante pour les gens, qui danse, qui mendie. Aujourd'hui, c'est abandonné. Aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est en train de renaître, une jeunesse qui peut être formée, une jeunesse qui peut travailler, une jeunesse qui peut entreprendre, une jeunesse qui peut défendre la patrie de n'importe quelle manière. Donc, c'est ça que nous pouvons retenir. Et nous disons bon vent à l'actuelle ministre de la Jeunesse. Nous la soutenons. Elle n'est pas seule. Il y a des jeunes conscients qui sont derrière elle, qui l'accompagnent pour qu'elle réussisse. Et elle va réussir parce que la réussite de la ministre, c'est la réussite de toute la jeunesse. Et puis sur la situation sécuritaire, on retient qu'aujourd'hui, parce qu'on nous semble, on ne comprend plus rien, qui est avec nous, qui n'est pas avec nous, apparemment on est seul. Sur la situation sécuritaire, je crois que c'est une affaire de tous les Congolais. Ce n'est pas seulement la majorité, ce n'est pas seulement les régimes. Vous savez, un pays comme le Congo, l'État dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, le Congo ne peut pas avoir une opposition. On ne peut pas avoir une opposition dans les contextes actuels. On ne peut pas. Dans les contextes actuels... Non, mais c'est de la bêtise humaine. C'est de l'idiotie. Passez-moi les termes. Écoutez, le moment que le pays traverse... Non. Aujourd'hui, là, nous voyons tout ce qu'on va dire, c'est bas. Ce pays serait parti dans son entièreté. Il ne parle plus de dialogue. Il faut maintenant qu'on organise les élections. Non, mais ça n'a pas de sens. Comment vous voulez qu'on organise les élections pendant que Tshisekedi n'a même pas 2 ans dans son deuxième mandat? Le deuxième mandat de Tshisekedi n'a même pas 2 ans. OK? Depuis que le président de la République a brigué le second mandat, le pays, en fait, il n'a pas 2 ans. Alors, vous pensez déjà organiser les élections au lieu de penser à la sécurisation du pays. Donc, ici, l'opposition n'a pas de raison d'être dans un pays qui traverse la situation qu'elle traverse aujourd'hui. Nous devons tous nous unir derrière les chefs de l'État commandant suprême, les symboles de l'unité nationale. Question de barrer la route à l'ennemi. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, Maître Trésor Kalala. Alors, à vous, mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.